Aujourd'hui, je vais te parler d'Arthur Rimbaud et des Cahiers de Douai, et je vais plus spécifiquement te faire l'explication linéaire du poème La Vénus Anadyomène qu'on retrouve dans le recueil, qui est aussi un poème très connu et très croustillant et que j'aime beaucoup. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas du tout respecter les 10 minutes de l'explication linéaire, je vais bien dépasser dans l'espoir de te donner les éléments nécessaires pour mieux comprendre l'œuvre et certains aspects du parcours associé qui est émancipation créatrice. Cela dit, je vais quand même respecter les autres aspects de l'épreuve avec une introduction, avec une analyse quasiment linéaire, mais en tout cas qui respecte les strophes. Et je ne fais pas de conclusion, mais j'estime que la conclusion c'est assez facile à faire. Tu n'as qu'à reprendre la problématique que j'aurais donnée et y répondre avec les éléments de l'analyse. Donc voilà, je me lance. Donc en introduction, on pourrait dire que le sonnet de Vénus Anadyomène est écrit par Arthur Rimbaud en 1870 et il est publié dans les Cahiers de Douai. Et il peut être considéré comme un exercice de parodie. La parodie, cela consiste en l'imitation satirique d'un texte ou d'une image, d'une œuvre d'art qui, l'idée c'est de la détourner de son intention initiale afin de produire un effet comique. Et c'est ce qu'il fait avec la Vénus Anadyomène, puisque ici il reprend une figure mythique, Vénus, la déesse de la beauté, dans un de ses aspects les plus connus, Anadyomène. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Vénus sortant des eaux, donc en fait c'est la représentation de la naissance de Vénus qu'on peut retrouver par exemple dans le tableau de Botticelli. Et effectivement, on peut peut-être faire un parallèle entre le tableau et ce poème qui prend ce mythe-là dans le sens contraire, en le détournant du début jusqu'à la fin. C'est un thème très récurrent dans les œuvres artistiques qui dépeint une jeune femme sortant des eaux magnifique, la beauté incarnée et qui sort d'un coquillage. Mais il est clairement en rupture, ce poème est clairement en rupture avec cette tradition autour de cette Vénus Anadyomène et il se donne pour objectif finalement de donner une image dégradée, dégradante du corps féminin et notamment du corps de la Vénus. Et quand on lit bien le poème, en fait, il dresse le portrait d'une vieille prostituée repoussante. Et donc la problématique sera, en quoi Rimbaud met-il en question les canons de la poésie traditionnelle et de la beauté dans son poème? Et on y répondra en suivant le plan du texte, donc en 4 mouvements. Alors le poème suit la progression d'un contreblason, donc il va suivre un peu le corps. Il va de haut vers le bas du corps féminin, donc en suivant l'émergence du corps des flots. Donc on voit d'abord la tête, puis petit à petit le reste du corps. Donc dans la première strophe, on a d'abord l'émergence de la tête. Ensuite, dans la deuxième strophe, on va nous laisser voir le cou, le dos, les reins. Et ensuite, il y a une sorte de contre-plongée. On voit le corps qui sort vraiment des eaux jusqu'à la chute, qui est une dégradation totale du corps de la femme. Et ça, ce sera notre dernier mouvement. Donc, dans le premier mouvement, on assiste à l'émergence de la tête de cette femme et on va commencer déjà avec le titre du poème. Donc, le titre du poème est composé du nom propre Vénus et de l'adjectif savant Anadyomène, nous amenant donc dans le domaine à la fois de la poésie traditionnelle mais aussi du mythe de la beauté parfaite, puisque Anadyomène c'est issu du grec, ça veut dire qui sort de l'eau. Et donc, cela témoigne d'une profonde culture du poète, qui comprend aussi le grec, et qui renvoie à un personnage mythique connu du lecteur, et qui va donc créer un horizon d'attente pour le lecteur, qui va s'attendre à la description d'une très belle femme, de la déesse, de la beauté.
Cela crée une forme de complicité culturelle avec le lecteur. Voilà ce dont il va être question. Et évidemment, le nom de Vénus évoque tout de suite celui de la femme, de la beauté absolue, et donc on s'attend à un tableau poétique amenant donc à la beauté, un blason plus ou moins stéréotypé, c'est-à-dire la description du corps féminin dans toute sa grandeur et sa beauté, avec une légère forme, enfin je dis légère, une forme d'objectification. Et donc cela s'annonce comme la célébration du féminin, d'une beauté divinisée. Or, ces attentes sont bousculées dès le début du poème, puisque le premier vers commence avec... Alors, en plus, il s'agit de la naissance de la Vénus, ça c'est important aussi de le rappeler. Et donc, en effet, le poème s'ouvre avec l'image du cercueil, qui remplace donc l'image du coquillage dans la version initiale du mythe. Et ici, on n'est plus donc face à la naissance de la Vénus, mais face à la mort de la Vénus, ce qui entraîne déjà une atmosphère morbide dans le poème, qui est en totale contradiction avec le mythe initial. Ici, en plus, ce comme d'un cercueil, en fait, c'est une comparaison qui permet de qualifier la vieille baignoire, donc le coquillage, objet précieux, objet qui peut recueillir des perles à l'intérieur, mais qui est aussi un objet avec lequel on peut faire des bijoux. Donc, le coquillage ici est remplacé par la vieille baignoire, ce qui vient dégrader l'image même de cette naissance de la Vénus, puisque on a ici un objet du quotidien et en plus avec l'adjectif vieille qui vient vraiment ici dégrader cette image du coquillage et qui en fait finalement une femme beaucoup plus humble qui non pas sort d'un coquillage mais sort tout simplement de son bain. Scène quotidienne par excellence qui n'a rien à voir avec la naissance d'une déesse. Donc ici, dès le début, on a un détournement du motif de la Vénus anadyomène. Et en plus de ça, on va même plus loin, puisqu'on nous dit que le cercueil est vert en fer blanc. Alors pourquoi est-ce qu'il est vert en fer blanc? Ben, c'est parce que les baignoires à très bas prix avaient ce revêtement-là. Donc on est face en plus d'un élément du quotidien qui est une baignoire. En plus de ça, c'est une baignoire à bas prix, donc qui n'a aucune valeur. Et puis, cette idée du cercueil, j'y reviens, ce qui est étrange, c'est que ça connote la mort, alors que la Vénus, elle, normalement, connote la vie, l'amour, et donc une forme d'immortalité aussi, qui est complètement, et normalement c'est une naissance, donc là c'est complètement pris à rebours. Et ce cercueil annonce évidemment par suggestion, enfin par glissement, que la femme dont il va être question dans ce poème n'est pas en train de naître mais en train de mourir, et donc que c'est probablement une vieille femme. On pourrait voir en fait dans l'idée de la vieille baignoire une forme d'hypallage où le vieil est donné à la baignoire, mais en fait c'est la femme qui est à l'intérieur qui est vieille, l'intérieur de la baignoire. En plus, la naissance même, donc le mouvement même de la naissance de la Vénus qui sort de son coquillage, porté par le souffle du vent vers la berge, est ici complètement pris à rebours, puisque finalement ce n'est plus la naissance de la Vénus dans un coquillage, mais une femme qui sort de sa baignoire, donc geste hautement anodin et inintéressant. Cela rappelle de manière assez ironique en fait le geste de cette naissance, qui est ici repris avec le terme « émerge ». D'une vieille baignoire émerge, avec cette idée que ce verbe montre une forme de difficulté de sortir d'un état, parce que émerge, on dit ça aussi quand on sort du sommeil. Donc là, une sorte de difficulté de sortir de l'eau qui vient aussi parodier ce mouvement de manière peu élégante. Alors cette sortie de l'eau, elle est aussi mise en avant par la structure même de cette première strophe,
puisque tu vois, dès le premier vers, on a une tête qui est un contre-rejet, donc c'est-à-dire que normalement, donc c'est relié avec ce qui vient après, mais là c'est quasiment un mot d'une seule syllabe qui est mis dans le vers d'avant, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un contre-rejet. Et comme si cela mimait de manière assez humoristique l'apparition tout d'un coup de la tête hors de la baignoire, hors du coquillage. D'autant plus qu'il y a le déterminant indéfini une tête, qui donne un aspect anodin, non intéressant, non identifié de cette tête, qui vient prendre à rebours aussi le fait que Vénus, bien, elle est illustre, comme on le verra dans le reste du poème, dans un autre endroit du poème. Ça la rend un peu quelconque, hein, une tête parmi d'autres, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est aussi une forme de dégradation. Cette irruption de la tête va créer bien sûr un effet d'attente chez le lecteur, à qui peut bien appartenir cette tête, et il y a aussi une forme de démembrement du corps qu'on va voir aussi dans les autres strophes, puisque cette tête elle est détachée du reste de la phrase, elle est détachée du reste du vers, et donc comme si elle était décapitée, détachée du reste du corps. Donc ça donne déjà une forme de déstructuration du corps qui est bien loin de l'harmonie, de la beauté parfaite qu'est le corps de la Vénus. Ce corps de la Vénus va continuer à être déprécié dès cette première strophe, notamment parce que la Vénus, normalement, c'est une belle femme à la peau claire et veloutée, avec les cheveux blonds vénitiens, c'est-à-dire ce blond roux, en tout cas c'est comme ça qu'elle est souvent représentée. Or ici on n'a pas du tout cette femme blonde, au contraire on a la femme à cheveux bruns fortement pommadés. Les cheveux bruns la rendent en fait quelconque, c'est une femme voilà pas très intéressante. Je dis pour les critères de l'époque évidemment, elle est plus commune, elle n'est pas blonde, elle est plus commune. Et le fortement pommadé ici est mis en avant avec notamment l'adverbe fortement hein, qui met en relief l'adjectif pommadé. La pommade, c'est ce qu'on met sur les cheveux pour pouvoir les travailler, pour pouvoir les coiffer, mais cela donne un aspect artificiel à cette Vénus qui est normalement la beauté naturelle incarnée sans artifice. Donc ici, il y a à nouveau un détournement de ce corps parfait. Elle s'oppose donc à cette beauté idéale et naturelle. On a un autre élément qui renvoie à cette artificialité du corps qui est avec des déficits assez mal ravaudés. Ici c'est très intéressant puisqu'on a l'idée qu'il y a des défauts hein, de manière avec le terme déficit. Alors en plus c'est pas du tout un terme qu'on utiliserait dans ce genre de situation puisque déficit ça veut dire qu'il y a des manques, généralement des manques pécuniers, donc ici ça fait déjà référence à l'argent et ça aura son importance dans le reste du texte, du poème, mais aussi déficit ici, comme il est inattendu, il ressort hein, et donc on le voit encore plus ses défauts. Le terme ravaudé aussi vaut c'est l'idée d'être rapiécé, raccommodé hein, dans des tissus qu'on coud ensemble pour pouvoir enlever les trous. Donc ici, c'est un peu comme si elle avait un visage, puisqu'on ne voit que la tête. Hein. Donc ici, on remarquera d'ailleurs que le visage ici n'est jamais mentionné. On sait qu'il parle de cela de manière indirecte parce qu'il parle de la tête et qu'on n'a pas encore vu le reste du corps, qu'on a juste les cheveux. Donc on sait que quand il parle des déficits, il parle du visage. Donc peut-être qu'avec mal ravaudé, il veut parler du maquillage qui essaye de compenser des défauts du visage ou alors des défauts du visage qui donnent un visage un petit peu recomposé, vous voyez, donc un petit peu monstrueux ici. Un peu comme cette tête qui était décapitée et qui est recollée au corps par de la ficelle. Vous voyez, enfin, là, on a déjà quelque chose de l'ordre de la dégradation physique qui rappelle à la fois l'âge, mais aussi le monstre. D'autant plus avec le assez mal ravaudé qui ressemble un petit peu à une litote qui pourrait dire en fait très mal ravaudé. Hein, ici, on peut sentir déjà l'ironie du poète.
Le fait aussi qu'elle mette du maquillage, qui est cette idée de ravauder, de vouloir cacher les défauts, peut aussi donner déjà un indice qu'il s'agit d'une prostituée, puisque cette idée de maquillage, de cheveux fortement pommadés, peut donner l'idée qu'il s'agit d'une prostituée qui essaye de cacher les défauts de son corps abîmé pour pouvoir continuer à séduire. Oui, puis alors l'absence de visage, parce que ça j'allais oublier, je regarde mes notes en même temps, l'absence de visage crée évidemment une forme de déshumanisation de cette Vénus, puisqu'on ne voit pas ses yeux, et les yeux c'est l'âme, c'est l'humanité de la personne. On a aussi une forme de contre-pied poétique à la tradition poétique avec des termes comme déficit assez mal ravaudé qui font entrer des mots du quotidien et puis des mots pas très beaux. Hein. Déficit, c'est plutôt un mot comptable. Ravaudé, ici, c'est un mot du raccommodage. Donc, enfin, c'est pas très joli. Et ici, donc, il y a une forme de contre-pied à la langue sublime du blason traditionnel. Donc, à travers cette beauté dégradée de la Vénus, le poète cherche aussi apparemment à dégrader la beauté du poème et à peut-être chercher une nouvelle beauté en se libérant du carcan traditionnel de cette beauté parfaite, mais qui est finalement sans l'artifice. On passe maintenant à la deuxième strophe, dans lequel on va nous laisser voir le corps vraiment émergé de cette baignoire avec le cou, le dos puis les reins. Donc on a une progressive découverte de ce corps qui est marqué notamment par puits qu'on retrouve 2 fois dans cette strophe, puis le col gras et gris, puis les rondeurs des reins. C'est un connecteur qui n'est pas du tout poétique et qui rappelle donc cette idée de sortir de cette beauté parfaite poétique en amenant autre chose dans le poème. Et on a des verbes de mouvement aussi qui montrent cette émergence du corps avec qui rentre, qui ressort, semble prendre l'essor. Et ce qui est drôle, c'est que ces verbes de mouvement semblent plutôt être appropriés à un animal. Et donc il y a une forme, un peu comme si cette Vénus prenait une forme monstrueuse d'un animal mythologique, très éloigné de son image de déesse. On le voit déjà avec le kisai, donc ça veut dire qu'ils sortent. Qui sortent, donc c'est les omoplates qui sortent, c'est-à-dire, vous savez, quand les gens sont extrêmement maigres et qu'on voit tous leurs os, on peut voir leurs omoplates sortir de leur dos comme si c'était un peu les ailes d'oiseaux, vous voyez, auxquelles on aura enlevé les plumes. Enfin, c'est une image assez horrible, même presque horrifique. Donc ici, il y a une accentuation en plus de cette laideur par le fait que le kisai est rejeté. Vous voyez, les larges omoplates kisai et qui est mis en avant aussi avec le point-virgule qui suit. Donc il est vraiment isolé dans le vers et donc ça ressort d'autant plus. L'idée qu'il y a ces omoplates qui sortent de la peau et qu'on voit vraiment rappelle évidemment le squelette et donc rappelle la mort qui était déjà donnée dès le premier vers. Qui rentre et qui ressort, maintenant le dos court, qui rentre et qui ressort, à nouveau le mouvement de cette baigneuse qui essaye de se laver, qui pour se laver doit faire des mouvements de va-et-vient, et ces mouvements de va-et-vient rendent quelque chose de comique parce qu'on l'attribue à cette Vénus sortant des eaux, donc au lieu d'avoir un mouvement fluide d'une Vénus qui émerge de manière triomphale de la mer, ici on aurait plutôt un mouvement de va-et-vient, comme si c'était difficile à nouveau de sortir de ces eaux et ça rend quelque chose de comique. Voilà. Oui, en plus, on semble prendre l'essor. Ici, on a l'impression qu'il parle d'un oiseau. On pourrait parler plutôt de s'envoler en parlant d'un oiseau. Ici, donc, ça fait toujours référence à la Vénus qui sort des flots, mais cela est dégradé par le verbe modérateur sembler. On n'est pas très sûr de ce qu'elle cherche à faire. Apparemment, elle a l'air de vouloir sortir des eaux, ce qui vient déjà un petit peu dégrader ce mouvement triomphal, le rendre plus difficile, plus tâtonnant, moins net
et donc bizarre. Et on a aussi l'impression que c'est chaque partie du corps qui a un mouvement à soi. Donc les larges omoplates qui saillent, qui ressortent du dos, le dos court qui rentre et qui ressort, les rondeurs des reins qui semblent prendre l'essor. Donc on a l'impression que chaque partie du corps de la Vénus est meut par son propre mouvement, et donc comme si elle avait un corps disloqué, très loin de l'harmonie du corps de la Vénus initiale, ce qui vient accentuer la laideur, bien sûr, de ce corps de femme. Il y a une autonomie assez monstrueuse de chacune des parties de son corps. Alors, la dépréciation ne s'arrête pas là. On a aussi évidemment le col gras et gris. Donc ici, il parle du cou avec ce terme col, alors que là, il n'était pas du tout obligé. Donc ça donne une sorte d'élégance au texte, mais qui est tout de suite rompu par les deux adjectifs ici. Gras, évidemment, ça veut dire que au lieu d'avoir cette Vénus qui est certes des rondeurs, parce qu'à l'époque c'était très apprécié, là en fait elle est plus ronde, elle est grasse. Donc il y a une forme de dégradation ici de la femme. Gris aussi, ça veut dire que c'est la couleur de sa peau, qui est ici proche de celle du cadavre finalement, en référence toujours à ce cercueil du premier vers. En plus de ça, ce caractère disgracieux de la Vénus anadyomène qui est décrite ici est rendu par l'allitération en gr, qui est clairement aussi disgracieuse à prononcer dans un poème, qui fait entendre cette disgrâce. En plus, ces omoplates sont larges, donc ça veut dire que par omoplate on peut aussi entendre épaules, et donc la largesse des épaules normalement c'est attribué au corps masculin, puisque le corps féminin normalement il est menu, il est délicat, et donc ici il y a déjà quelque chose d'assez monstrueux à nouveau dans ce corps de femme qui a de larges épaules. Le dos court, donc alors vous voyez elle a des larges épaules mais elle aurait le dos court, donc il y a une forme de... Elle est disproportionnée, enfin il y a des problèmes de proportion dans ce corps de femme qui est bien loin d'être harmonieux. Elle a un corps difforme. Donc là, on a une dépréciation du corps de la divinité puissance 20 000. Ah, et puis la mention de la rondeur des reins, évidemment, ici fait référence à nouveau au fait qu'elle serait trop grosse, de manière disgracieuse. Et évidemment, la graisse, on a à nouveau une mention de ce corps gras avec la graisse sous la peau paraît en feuilles plates. Et ici, feuille plate est évidemment une image qui nous a imposée pour nous rendre compte de ce corps affreux. Alors, deux choses, ça nous donne à voir la matérialité du corps, donc on perd cette beauté idéale, c'est-à-dire de l'ordre des idées du corps de la femme. Ici, on touche vraiment à la matérialité du corps, à sa mort, au fait que c'est de la matière organique qui va mourir, qui va pourrir aussi. Donc voilà, on est dans une forme de profonde... voilà, on est très très loin de cette beauté idéale. Et c'est quelque chose carrément, c'est une image carrément dérangeante avec la graisse sous la peau. On nous invite à voir en fait sous la peau, là où personne n'a envie de voir. Donc on avait déjà ça avec les omoplates qui faisaient référence au squelette, et là maintenant on nous invite à voir la graisse qui est sous la peau. Donc on vient nous montrer des zones du corps que normalement on ne voit pas et surtout on ne veut pas voir parce qu'elles sont dégoûtantes. En tout cas, elles dégoûtent. Donc là, à nouveau, même dans la manière là où le poète porte son regard, montre une forme de renversement de la beauté. Et en plus, le lecteur est invité à regarder et à imaginer cette laideur. C'est ce qu'on va voir dans le prochain mouvement, qui est donc le premier tercet. Donc la laideur domine le premier tercet. Dès le début, on a une forme d'animalisation de la Vénus avec l'échine,
avec les reins qu'on avait juste avant, l'échine rouge. Donc ici, normalement le rouge ça symbolise la passion, mais ici il est détourné pour plutôt une peau malade, avec des rougeurs, hein, c'est-à-dire des inflammations. Donc une peau vieillie et pas belle, puisque normalement la Vénus elle est sans défaut, elle est pâle, voilà, et elle est sans défaut. Sinon elle est rouge. Ça détourne aussi cette couleur qui normalement parle de la passion. Et cela est une évocation évidemment obscène du corps nu dont on voit la peau, l'échine ici. Évidemment on a la référence... Ah oui parce que... Voilà, oui, ok. Oui, parce que j'ai décidé d'avoir juste les deux derniers vers comme le quatrième mouvement. Donc là, moi, ça va jusqu'à Clara Venus. Donc, on peut aussi parler tout de suite du tatouage qu'on a, la mention du tatouage qu'on a vers 12. Donc ici, c'est un signe de prostitution, parce que c'était les femmes prostituées qui étaient tatouées à l'époque. Et ce tatouage, en plus, vient salir le corps immaculé de la Vénus, avec cette inscription qui a un double sens, Clara Venus. C'est une inscription ironique, puisque cela signifie en latin la Vénus illustre, la Vénus célèbre, mais aussi claire, c'est-à-dire sans défaut, brillante. Et donc ici, ça rappelle le modèle de la Vénus anadyomène, mais qui est défiguré par la mention même de son caractère illustre et brillant. Vous voyez un peu l'ironie ici du tatouage. On a le terme aussi, enfin on a le pléonasme, enfin ce qu'on pourrait appeler un pléonasme horrible étrangement, et cela fait entendre l'oxymore, enfin pardon, cela fait entendre la dissonance du corps, l'oxymore est après, cela fait entendre par la dissonance la déformité du corps avec l'inversion de ce qu'on devrait avoir, on devrait étrangement horrible, et là on a horrible étrangement, donc l'inversion ici vient titiller l'oreille et donner comme un signal pour se pencher là-dessus. Il y a une vraie mise en relief par l'inversion adjectif-adverbe. Et en plus de ça, l'adverbe est très long, étrangement, hein, c'est un adverbe à 4 syllabes, donc il est bien mis en avant. Et ici, en plus, il est mis en avant par l'enjambement. Et le tout sent un goût horrible étrangement, et à nouveau avec le point-virgule qui vient le mettre en relief, puisque ça vient l'isoler du reste du vers. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le poète semble donner, un peu comme Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, ces titres de noblesse à l'horreur. L'horreur devient un sujet intéressant à venir voir, à venir constater, à venir explorer dans la poésie. Le poète recherche une forme d'intensité qu'il retrouve non pas dans la beauté parfaite de la Vénus, mais dans la laideur. Et cette laideur, elle est tellement étrange, elle est tellement extrême qu'elle devient sublime puisqu'elle dépasse l'entendement. Et elle devient digne en fait d'admiration, de fascination, et donc digne de devenir un sujet poétique. Et cela est repris aussi quand il dit « on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe ». Donc ici le poète annonce ici qu'en fait la Vénus anadyomène, telle qu'elle est décrite ici, ce vieux corps de prostituée, est intéressant non pas parce qu'il donne une idée générale de la beauté parfaite, mais parce que sa laideur, par l'accumulation de ces singularités, de ces choses qui sortent de l'ordinaire, vient titiller le regard, vient en fait pousser le lecteur et le poète à regarder en détail ce corps et à en être fasciné, à tel point qu'il faut voir à la loupe. Ici, le verbe « falloir », c'est comme une forme d'obligation que donne ce corps à la poésie. Ce qui est intéressant ici, c'est que le poète
le poème lui-même se prête donc à cette singularité. Et le poète ici a en fait un discours métapoétique, c'est-à-dire qu'il parle de son poème à travers le corps de cette femme, et il invite le lecteur à faire attention aux différents petits signes, petites singularités de son poème qu'il faut regarder en détail pour comprendre de quoi il s'agit réellement, au lieu de rester à la surface de cette laideur, de rentrer à l'intérieur du propos. Et donc, il propose une beauté poétique qui est hors du carcan traditionnel et qui peut donner, donc cette poésie peut donner sa place à la laideur elle-même en la sublimant par le langage poétique. D'autant plus que tous les sens sont convoqués par le poète pour nous aider à voir cette monstruosité et à être fascinés par elle. C'est comme si cette laideur venait parler à tous nos sens, quitte à créer un mouvement de répulsion ou de fascination chez le lecteur, parce que la fascination, ça peut être aussi produit par une immense peur, par un immense dégoût. On a le sens du goût avec tout... Alors, on a même une forme de synesthésie que normalement on retrouve plutôt dans une poésie amoureuse ou alors liée à la nature, mais liée à la beauté du monde. Ici, c'est l'horreur qui crée cette synesthésie qu'on retrouve dans le tout sent un goût. Donc vous voyez, avec le fait qu'il mélange dans la même phrase et le goût et l'odorat en même temps. Comme si le sentir créait un goût, ou comme si le goût créait un parfum. Alors ici, en plus, le tout sent un goût horrible étrangement, évidemment, un goût horrible, et une odeur horrible aussi. Et le tout, en plus, ici, pourrait faire référence, comme je le disais, à un discours métalittéraire, métapoétique, et donc là, il pourrait faire référence à son poème lui-même, qui est ce tout, qui renvoie à ce tout de la beauté laide de la Vénus, qui est capable, donc ce poème, qui est capable de renvoyer à cette totalité de la laideur. Ah oui, en plus, il nous invite à voir, il faut voir à la loupe, et effectivement, tout ce poème évoque très fortement le sens de la vue. On l'avait avec les couleurs, on a l'échine, mais on a aussi toutes les descriptions avec le gris, avec le vert. Et donc ces taches de couleurs viennent bien sûr appeler notre œil à voir ce tableau horrible de cette Vénus. Et donc tout ça nous mène à la chute. Du poème, qui propose une dégradation totale du corps de la femme, avec les deux derniers vers qui forment une forme de conclusion. Alors moi, dans mon édition, il n'y a pas de tiré, mais dans la plupart des éditions, il y a un tiré qui les met vraiment en avant et qui les isole en fait du reste du poème, avec notamment la référence à l'entièreté de la Vénus, tout ce corps, avec ce déterminant démonstratif qui est aussi une forme de dégradation, puisque cela permet de mettre à distance ce corps, et donc comme quelque chose qui crée une forme de répulsion chez le poète, tout ce corps, ce truc-là, horrible. Donc on a une forme de zoom arrière qui nous permet de prendre de la hauteur et de constater toute l'horreur, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce zoom arrière est finalement tout de suite suivi par un zoom avant très fort sur le bas du corps de la femme, donc sur sa croupe, c'est-à-dire sur ses fesses. Et on a à la fois l'idée d'une ondulation un peu lascive avec tout ce corps remue, donc qui crée un peu une forme de chose qui aurait pu être sexy, mais qui là devient un petit peu horrible et informe, surtout avec l'idée du corps qui rappelle à nouveau cette matérialité, mais du coup on est très loin de la Vénus très belle qui aurait un mouvement gracieux de séduction. Et notamment parce qu'elle remue et elle tend, donc ça
crée une sorte de mouvement assez dégradant, une forme de monstrueuse danse érotique. Et ce qui transforme dès ce moment-là, et en fait peut-être cela révèle l'intention depuis le début, notamment avec cette idée de « il faut voir à la loupe », le fait que le lecteur n'était pas juste un lecteur, il était aussi un voyeur, puisqu'il était en train de regarder une femme nue, en train de prendre son bain, notamment parce que maintenant il est invité à regarder ses fesses. Donc bon, le lecteur ici est aussi entraîné dans une pratique dégradante de voyeuriste. Ici, on a évidemment large croupe qui animalise le corps de la déesse, puisque croupe, on l'utiliserait plutôt pour une vache que pour une déesse. Alors évidemment avec le terme large, qui fait référence à toute cette graisse qu'on avait notamment dans le deuxième quatrain. Et on a à nouveau cette forme qu'on avait déjà avec horrible étrangement, qui est l'adjectif suivi d'un adverbe, belle hideusement, qui est ici un oxymore, propose une contradiction entre deux termes dans une même formule, côte à côte, belle hideusement. Comment peut-on être belle hideusement ? Bien, c'est ce que je disais juste avant. Alors en plus, cette formule est hyperbolique, puisqu'on a le terme belle qui est donc la plus... C'est plus que joli, vous voyez, donc c'est le degré le plus beau de beauté, et on a hideusement qui est le degré le plus haut de laideur. Donc on a ici une formule hyperbolique avec même en plus l'adverbe qui est très long, qui fait lui aussi 4 syllabes comme étrangement. Et donc on a un modèle superlatif de la laideur. Et c'est ce caractère superlatif de la laideur qui va entraîner cette sublimation de la laideur et qui va en faire quelque chose digne de la poésie. En fait, à ce degré-là de sublime, la beauté est laide et la laideur est belle. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Puisque la laideur est portée ici à un tel degré absolu qu'elle en devient aussi fascinante et aussi digne d'admiration que la beauté. En plus de ça, il y a cette chute terrible qui vient vraiment donner une sorte d'aspect concret à cette laideur belle avec l'ulcère à l'anus. Alors ici, horrible, déjà parce que premièrement, on a donc anus qui vient rimer avec Vénus, donc il y a ici l'indication d'une ironie terrible du poète qui vient dégrader juste en une petite rime complètement la figure de la Vénus anadyomène. Cela montre bien l'intention parodique du poème. En plus, ici, l'ulcère fait référence à deux choses, à la fois l'infirmité, donc cette idée de corps vieillissant qui pourrit, qui est pris dans sa matérialité, mais aussi fait référence évidemment à la prostitution, puisqu'on peut très bien s'imaginer comment est-ce qu'elle a réussi à avoir un ulcère à l'anus. Et donc, cela permet une dernière fois, dans quelque chose de très palpable, si j'ose dire, de donner corps à la laideur extrême de cette Vénus. Et en plus, en parlant de l'ulcère, c'est intéressant qu'il en fasse une prostituée, puisque la Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc c'est aussi une manière de détourner de manière ironique et très mordante la poésie amoureuse. Et donc ici, on voit bien qu'il cherche à choquer le lecteur pour briser les carcans de la poésie, pour aussi montrer que il faut dépasser cet horizon d'attente qu'ont les lecteurs de son époque face à la poésie qui doit être belle et rendre compte de la beauté du monde. En fait, non, pas du tout. Le monde est extrêmement laid et il faut le représenter tel quel. Enfin, tel quel, non, puisqu'il y a quand même cette volonté de sublimer la laideur du monde. Et donc, il y a une sorte d'invitation à chercher dans les détails immondes une nouvelle forme de beauté poétique. Et donc, le quotidien le plus vulgaire peut lui aussi devenir un sujet de poésie, un sujet artistique. Et il s'agit pour le poète de repousser les limites traditionnelles de la pudeur, de ce qui est convenable, du privé,
pour montrer qu'on peut tout montrer et que tout peut être sujet poétique et que la poésie peut tout puisqu'elle peut même sublimer l'horrible et l'horreur. Voilà, donc j'espère que certains éléments, ces éléments sur Vénus Anadyomène te donneront un peu plus d'indications sur l'œuvre tout entière des Cahiers de Douai. Je te souhaite de bonnes révisions et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires.